Le jour de mes 16 ans, ma famille m'abandonne pour faire la fête, me laissant une note cruelle. Ma marraine sonne alors à la porte, papier en main, mon père m'a cédé à elle ainsi que son entreprise. La nouvelle a brutalement interrompu leur soirée. Je m'appelle Clarisse. J'ai 16 ans. Et il y a 2 semaines, mes parents m'ont laissé un mot. Reste hors de vue, marginal. Toute ma famille, mon père, ma belle-mère, mes demi-frères et sœurs, ils étaient à 5 kilomètres de là, dans un club de campagne, trinquant au champagne, faisant semblant que je n'existais pas. Je pensais que c'était le pire. J'avais tort, car à 20h47, la sonnette retentit et la femme debout sur mon perron prononça 5 mots qui changèrent tout, votre père vous a cédé. Ce qui s'est passé après, lors du gala devant 300 personnes? Je n'arrive toujours pas à y croire moi-même. Je me réveille dans le silence, pas le silence paresseux du samedi où vous pouvez entendre quelqu'un préparer le café en bas ou la télévision ronronner à travers le mur. C'est le genre de silence creux. Celui où vous savez, avant même que vos pieds ne touchent le sol, que vous êtes seul. Ma chambre est au bout du couloir du 3e étage. C'est la plus petite pièce de la maison. Pas de fenêtre donnant sur le jardin. Pas de salle de bain attenante. Pas de dressing. J'ai été déplacé ici quand j'avais 6 ans, 2 ans après la mort de ma mère, parce que Chloé avait besoin de ma chambre pour son coin coquetterie. C'est ce que Victorine a dit, Chloé a besoin d'espace, ma chérie. Tu comprends? J'ai compris. Je suis descendu pieds nus. La cuisine est froide. Il y a de la vaisselle dans l'évier de la nuit dernière. 4 assiettes, 4 verres, 4 couverts. Ils ont dîné sans moi encore une fois. Je ne les ai même pas entendus. J'ouvre le réfrigérateur pour prendre du lait, et c'est là que je le vois. Un mot collé à la porte du frigo avec un aimant en forme de homard de notre voyage au Cap Cod. Un voyage auquel je n'étais pas invité. L'écriture est celle de Chloé. Surligne rose, grande lettre bouclée comme si elle décorait une affiche pour la fête de l'école. Papa organise un brunch au club. Ne viens pas. Reste hors de vue, marginal. Je l'ai lu 3 fois. Pas parce que je ne comprends pas, mais parce que j'espérais toujours l'avoir mal lu. Marginal. C'est ainsi qu'il m'appelle quand il pense que je n'entends pas. Mais cette fois, Chloé l'a écrit, l'a rendu permanent, l'a collé sur le frigo à côté de la liste de courses comme si ça y appartenait. Puis j'ai remarqué autre chose. Au bas du mot, en petite encre bleue, l'écriture de mon père. Soigner, pencher, contrôler. 2 mots et une initiale. V expliquera plus tard. Victorine expliquera quoi exactement et expliquera quoi plus tard. Je devrais vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Ma mère, Lise Dupont, est morte dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Je ne me souviens pas des funérailles. Je me souviens de ses mains. Je me souviens de l'odeur de lavande et de peinture à l'huile. Et je me souviens d'un bracelet, argenté, fin, avec une petite breloque en forme d'étoile, car elle ne l'enlevait jamais. Il est à mon poignet en ce moment. Il est à mon poignet depuis le jour où mon père me l'a tendu dans un sac en plastique de l'hôpital en disant que c'était le sien. Ce fut la dernière chose douce qu'il m'ait jamais donnée. 2 ans après la mort de maman, papa a épousé Victorine Ashford. Elle a emménagé avec ses 2 enfants, Chloé, qui avait 8 ans, et Bruno, qui en avait 10. Du jour au lendemain, je suis passé de fille unique dans une maison silencieuse à l'intruse dans une maison bruyante. Cela s'est produit lentement, comme la rouille. D'abord, les peintures de ma mère ont disparu du salon. Nous redécorons, a dit Victorine. Puis, ces photos ont été retirées du mur du couloir. C'est plus sain pour Gaston d'aller de l'avant. Ensuite, l'anniversaire de sa mort est passé sans un mot. Pas de fleurs, pas de bougies, rien. Et chaque année, je rétrécissais un peu plus. À Noël dernier, Victorine a engagé un photographe pour un portrait de famille. Je suis descendu dans mon plus joli pull. Victorine m'a regardé et a dit « Oh, nous ne voulions pas vous déranger. Vous avez toujours l'air si mal à l'aise sur les photos. Le portrait est accroché dans la salle à manger maintenant. » Gaston, Victorine, Chloé, Bruno, 4 sourires. Pas de Clarisse. J'ai dit à mon père que ça faisait mal. Vous savez ce qu'il a dit? Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Clarisse,
ma mère m'a laissé ce bracelet. Mon père a un jour essayé de le donner à Chloé pour son bal de promo. Je l'ai caché dans mon tiroir à chaussettes pendant une semaine. Mais ce que je ne savais pas, ce que personne ne m'a dit, c'est que ma mère m'avait laissé autre chose. Quelque chose de bien plus grand qu'un bracelet. Je reste dans la cuisine longtemps après avoir lu ce mot. Puis je fais quelque chose de stupide ou peut-être de courageux. Je ne sais toujours pas quoi. J'ouvre le garde-manger, trouve une boîte de préparation pour gâteau à la vanille qui est là depuis le dernier anniversaire, et je me fais un cupcake. Un seul cupcake dans un ramequin car je ne trouve pas le moule à muffins. J'y plante une bougie d'anniversaire. Une de ces bougies bon marché du tiroir à bazar, déjà à moitié fondue d'une autre célébration qui n'était pas la mienne. Je l'allume avec la cuisinière et je chante joyeux anniversaire à toi. Ma voix se brise sur la deuxième ligne. À la troisième, j'ai à peine les mots. J'éteins la bougie. Je ne fais pas de vœux. J'ai arrêté de souhaiter des choses à cette famille il y a longtemps. Je prends mon téléphone. Pas de SMS. Pas d'appel manqué. Pas de papa. Pas de Victorine. Pas de Chloé ou Bruno. Zéro. Je fais défiler ma pellicule photo parce que je ne sais pas quoi faire de mes mains. Et je le trouve. La seule photo que j'ai de ma mère. Elle est floue. Prise avec un vieux téléphone, peut-être par une infirmière. Maman me tient. J'ai peut-être 3 ans. Elle sourit à l'appareil photo et à son poignet, le même bracelet en argent que je porte en ce moment. Je m'assois par terre dans la cuisine. Je ramène mes genoux contre moi et je pleure. Pas à cause du mot, pas à cause de la fête à laquelle je n'étais pas invité. Je pleure parce que j'entends enfin ce que je me murmure depuis 12 ans. Et pour la première fois, je le laisse être fort. Je m'excuse d'exister dans cette maison depuis 12 ans, et personne ne m'a jamais dit d'arrêter. L'horloge du micro-ondes affiche 20h47. La sonnette retentit. Je n'ouvre presque pas. Je suis contente de l'avoir fait. J'essuie mon visage avec le dos de ma main, jette la bougie à la poubelle et marche vers la porte d'entrée. Je suppose que c'est un colis. Peut-être un DoorDash d'un voisin livré à la mauvaise maison. Ce n'est pas le cas. Il y a une femme sur mon perron. Fin de la cinquantaine, peut-être. Cheveux parsemés d'argent tirés en un chignon bas, blazer gris sur un chemisier blanc comme si elle sortait du tribunal. Elle tient une grande enveloppe brune, épaisse, de celle avec un fermoir métallique. Et ses yeux sont rouges, pas comme si elle avait bu, comme si elle avait pleuré. Elle me voit et se fige. Vous lui ressemblez tellement, dit-elle. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Ressembler à qui? Votre mère. Je n'ai pas entendu une étrangère prononcer ce mot mère en lien avec moi depuis des années. Ça me frappe quelque part derrière les côtes. Qui êtes-vous? Mon nom est Dorothée Kessler. Je suis avocate et j'étais la plus proche amie de votre mère, Lise. Je n'ai jamais entendu ce nom, pas une seule fois. Papa ne parle jamais des amis de maman. Papa ne parle jamais de maman du tout. Dorothée jette un coup d'œil derrière moi dans la maison sombre. Êtes-vous seule? Oui. Quelque chose se crispe dans sa mâchoire. Elle regarde le mot toujours collé au frigo. Elle peut le voir de l'embrasure de la porte. Elle le lit. Je regarde son visage changer. Puis elle s'assoit sur la marche du perron juste à côté de moi, comme si elle me connaissait depuis toujours. Et d'une voix calme et posée, le genre de voix qui vous annonce une mauvaise nouvelle sans vous faire sentir petit, elle dit, « Votre père vous a-t-il déjà parlé du testament de votre mère ?» Je secoue la tête. Votre père a renoncé à ses droits parentaux ce matin. Il a déposé les papiers à 9h, le jour de votre anniversaire. Comprenez-vous ce que cela signifie? Je ne comprends pas. Pas entièrement. Cela signifie légalement qu'il n'est plus votre père. Et cela a déclenché quelque chose que votre mère avait mis en place il y a 16 ans. Nous nous asseyons à la table de la cuisine, la même où 4 assiettes ont été utilisées sans moi hier soir, et Dorothée prépare du thé. Elle se déplace dans la cuisine comme si elle la mémorisait, comme si elle était en colère contre les murs. Depuis combien de temps me cherchez-vous? Je demande. 12 ans, elle pose la tasse devant moi. Votre père a changé de numéro 6 mois après le décès de Lise. Il a déménagé de Stanford à Westport.
Il a dit à des amis communs que vous étiez dans un pensionnat dans le New Hampshire. J'ai engagé un détective privé 2 fois. Des impasses les 2 fois. Alors, comment m'avez-vous trouvé maintenant? Parce que votre père a fait une erreur. Lorsqu'il a déposé les papiers pour abandonner la garde, cela a déclenché un signal d'alarme, une alerte légale que l'avocat de votre mère avait mise en place lorsque le testament a été rédigé. Au moment où Gaston Mérite a cessé d'être votre parent légal, j'ai été notifié. Je fixe l'enveloppe sur la table. Qu'y a-t-il dedans? Dorothée l'ouvre lentement. À l'intérieur se trouve une pile de papier jauni avec un sceau de notaire, une enveloppe scellée plus petite, et une photographie que je ne reconnais pas. Ceci, dit-elle en brandissant le document notarié, est le testament original de votre mère. Elle l'a fait l'année de votre naissance. Votre père a dit à tout le monde qu'il n'existait pas, mais il existe. Je garde l'original parce que Lise me l'a confié pour le garder en sécurité. Elle l'explique simplement. Maman possédait des choses. La maison où nous sommes assises, un chalet dans le Vermont, un terrain dans le Maine, un fonds fiduciaire destiné à mon éducation, et une collection de peintures de la famille de ma grand-mère. Tout cela m'était légué. Seulement à moi, géré par un tuteur jusqu'à mes 18 ans. Ce tuteur était censé être Dorothée. Et la maison, je chuchote. Cette maison? Elle est à vous, Clarisse. Elle a toujours été à vous. Il ne vous l'a juste jamais dit. Dorothée touche la plus petite enveloppe scellée, mais ne l'ouvre pas. Il y a une lettre ici de votre mère, mais je pense que vous devriez la lire quand vous serez prête, pas ce soir. Ensuite, elle me raconte le reste. Gaston prévoit de transférer tous les biens de maman à une fondation caritative, une dirigée par Victorine. L'annonce aura lieu lors du gala annuel dans 2 semaines. Nous avons 14 jours pour l'arrêter, dit Dorothée. Et j'aurai besoin de votre aide. Je reste assise là longtemps après que Dorothée ait fini de parler. Le thé refroidit. Tout ce que je pensais savoir sur la maison, sur le fait que ma mère n'avait rien laissé, sur le fait d'être un fardeau dont mon père était coincé, tout cela est un mensonge. Un mensonge de 12 ans avec des documents, de la planification et un silence assez épais pour m'enterrer. J'ai passé 12 ans à essayer d'être invisible, dis-je. Et ma voix semble lointaine, comme si quelqu'un d'autre l'utilisait. Parce qu'il voulait que je le sois. Je ne sais pas comment être autre chose. Dorothée sort de son sac une photographie. 2 jeunes femmes, les bras l'une autour de l'autre, debout sur les marches d'un bâtiment de faculté de droit. L'une d'elles est Dorothée, plus jeune, aux cheveux noirs, riant. L'autre est ma mère. Elle est radieuse. Elle ressemble à quelqu'un qui ne sait pas être petit. Votre mère était la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue, dit Dorothée. Vous avez ses yeux. Elle fait une pause. Je pense que vous avez aussi son courage. Je regarde la photo, puis mon bracelet. La petite breloque en forme d'étoile capte la lumière. Qu'est-ce que je dois faire? Dorothée expose le plan. Étape 1, déposer une demande de tutelle au tribunal de la famille. Elle a déjà soumis les papiers. Étape 2, faire authentifier et enregistrer le testament original, bloquant tout transfert de la succession de maman. Étape 3, et c'est la partie qui me serre l'estomac, nous devons agir avant que Gaston ne signe le transfert au gala. S'il le fait devant des témoins, le dénouement devient 10 fois plus difficile. Je le ferai, dis-je. Dorothée hoche la tête, puis attend, car elle sent que je n'ai pas fini. Mais je ne veux pas le détruire. Je le pense même maintenant après le mot, après tout. Je veux juste ce qui est à moi et je veux qu'il me regarde dans les yeux quand il admettra ce qu'il a fait. Dorothée tend la main par-dessus la table et me serre la main. Nous n'allons pas mentir, Clarisse. Nous allons juste dire la vérité au bon moment, dans la bonne pièce. Le lendemain matin, Dorothée me conduit à son bureau à New Haven. C'est un petit cabinet, 2 pièces au-dessus d'une boulangerie, sentant le pain au levain et l'encre d'imprimante. Mais le classeur qu'elle ouvre n'a rien de petit. 12 ans d'archives. Elle me montre d'abord les transferts de propriété. Mon père a changé le titre de propriété de la maison de Westport 3 fois, chaque fois nécessitant la signature d'un tuteur, chaque fois se signant lui-même en tant que mon parent légal. Il a transféré la propriété dans une fiducie révocable, puis a restructuré la fiducie, puis l'a intégrée dans une entité détentrice. Couche après couche, comme s'il enterrait quelque chose de vivant.
Et les peintures? Je demande. Dorothée sort un reçu de vente. Il y a 3 ans, Gaston a vendu la collection d'art de ma grand-mère par l'intermédiaire d'un marchand privé à Manhattan. 8 pièces. Le total est un chiffre que je n'ai jamais vu attaché à ma vie auparavant. Pas un centime ne m'est parvenu. Puis elle me montre celui qui me déchire. Un relevé de compte. Le fonds fiduciaire pour l'éducation que ma mère avait créé à ma naissance. Financé, en croissance, intact pendant des années, a été vidé il y a 14 mois. Chaque centime a été redirigé vers un compte de frais de scolarité, pas le mien. Celui de Chloé, dis-je, je n'ai même pas besoin de demander. L'université de New York, NYU, avec bourse complète aurait été pour Clarisse Merritt. Au lieu de cela paie la chambre de Chloé à Greenwich Village. Il a utilisé mon fonds universitaire pour payer la chambre de Chloé. Je reste avec cette phrase pendant 1 minute. C'est le genre de phrase qui réécrit toute votre enfance. Dorothée ouvre un autre dossier, une impression de mail de Gaston à son avocat personnel daté d'il y a 3 ans. Il dit, la fille n'a besoin de savoir rien. Elle est mieux sans savoir la fille. Pas ma fille, pas Clarisse. La fille. Mon téléphone vibre. Dorothée vérifie ses messages. Elle lève les yeux et quelque chose change dans son expression. L'audience de tutelle vient d'être programmée, dit-elle. Le même jour que le gala. Je sens la pièce basculer. Audience le matin, gala le soir. Un jour, tout. Debout dans le bureau de Dorothée, fixant cet email. La fille n'a besoin de savoir rien. J'ai senti quelque chose se briser. Pas de tristesse, quelque chose de plus aigu. Comme si le dernier film reliant au mot père venait de se rompre net. Pendant 12 ans, j'ai pensé que je n'étais pas assez. Il s'avère que j'étais trop. Trop de rappels de ce qu'il voulait voler. Je me demandais, quel genre de personne regarde son propre enfant et voit un obstacle? Avez-vous déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous mentait sur tout? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire aussi. Je dois rentrer. Dorothée l'explique calmement. Tant que le tribunal ne m'accorde pas la tutelle, je n'ai pas d'adresse légale ailleurs. Si je disparais, Gaston pourrait déposer un avis de personne disparue, et cela retarde tout. Alors, je fais mon sac, je rentre à Westport et je passe la porte d'entrée comme si de rien n'était. Personne ne remarque mon absence. 2 jours, pas une seule question. Victorine est dans la cuisine quand j'entre. Elle est au téléphone en train de rire, tenant un verre d'eau pétillante. Elle me voit et couvre le micro. Oh, te voilà. Passe-moi l'eau pétillante, veux-tu? Celle-ci est plate. Comme si j'étais une aide. J'ouvre le frigo. Je prends mon temps et je regarde vraiment cette maison dans laquelle j'ai vécu pendant 16 ans avec de nouveaux yeux. Le portrait de famille sur le mur. 4 personnes. Pas de Clarisse. Les fleurs fraîches sur la table d'entrée que Victorine commande chaque semaine. Toujours des pivoines blanches. La fleur préférée de maman, bien que Victorine ne le sache pas. Ou peut-être qu'elle le sait. Et puis je le vois. La main de Victorine sur le comptoir. La bague. La bague de fiançailles de ma mère. Je la reconnais à la seule photo que j'ai. Un diamant taille ronde sur une bande de platine avec 2 petits saphirs. Papa m'a dit il y a des années qu'elle était perdue. Mais la voilà à l'annulaire de Victorine, attrapant la lumière de l'après-midi comme si elle y appartenait. Mon estomac se retourne sur la table de la salle à manger. Une pile d'enveloppes couleur crème. Des invitations. J'en prends une. Le gala annuel de la fondation de la famille Merritt. Le logo sur le devant est élégant, un L stylisé entrelacé avec une vigne. Je le fixe. C'est le monogramme de ma mère. Je l'ai vu dans ses carnets de croquis. Victorine a pris l'initiale de ma mère et en a fait le logo de son œuvre de charité. Chloé passe devant la cuisine. Pourquoi as-tu les yeux rouges? Tu pleurais encore? Mon Dieu, tu es si dramatique. Je ne dis rien. La voix de Dorothée dans ma tête. Ne leur laisse pas savoir que tu sais. Pas encore. Je pose l'eau pétillante sur le comptoir et je monte lentement, comme si j'étais faite de verre. Mais à l'intérieur, quelque chose se durcit.
Au cours des jours suivants, je deviens un fantôme aux oreilles ouvertes. J'apprends que le gala est plus grand que je ne le pensais. Victorine le prépare depuis 6 mois, 300 invités, un quatuor à cordes avec le même traiteur qui organise des événements pour le manoir du gouverneur. Il y aura un conseiller municipal local, 2 représentants de l'État, le président de la Société historique de Westport, et cette partie me serre la poitrine, un journaliste du Fairfield Herald faisant un reportage sur les familles les plus généreuses du Connecticut. J'entends Victorine répéter son discours dans la chambre une nuit, la porte entr'ouverte. Cette fondation est la façon pour Gaston d'honorer la mémoire de Lise en donnant son héritage à la communauté. Je colle mon dos contre le mur du couloir et je ferme les yeux. Elle va se tenir devant 300 personnes et prononcer le nom de ma mère tout en cédant les biens de ma mère. Cette nuit-là, j'appelle Dorothée depuis la salle de bain avec la douche ouverte pour me couvrir. 300 personnes, je chuchote. Des politiciens de presse. Dorothée est silencieuse un instant, puis, ce n'est pas honorer sa mémoire, Clarisse. C'est blanchir ses actifs par le biais d'une organisation caritative qu'il contrôle. Elle confirme le calendrier. L'audience de tutelle est fixée à 10 h le jour du gala. Le gala commence à 19 h. Si le juge statue en notre faveur le matin, Dorothée aura l'autorité légale d'agir le soir. Et si le juge dit non? Je demande. Le silence dure 3 secondes. Cela ressemble à 30. Ensuite, nous perdons tout. La maison de votre mère, le fonds fiduciaire, tout ira dans cette fondation. Et le récupérer pourrait prendre des années, si c'est même possible. Je raccroche. Je m'assois au bord de la baignoire. La douche coule toujours, remplissant la pièce de vapeur. 300 personnes regarderont Victorine voler la vie de ma mère, à moins que je n'arrête ça. Puis j'entends des pas dans le couloir. Je me fige. À travers la fente sous la porte, je vois une ombre. Quelqu'un debout, écoutant. L'ombre bouge. J'entr'ouvre la porte. Bruno s'éloigne. Il jette un regard en arrière, expression illisible, et disparaît dans sa chambre. A-t-il entendu? 5 jours avant le gala, Victorine emmène Chloé à Neiman Marcus pour un essayage de robe. Je le sais parce que je les entends partir, rire, clé qui teinte, porte de garage qui s'ouvre. Personne ne me dit rien. Personne ne me demande si je veux venir. C'est le rythme de la maison Mérite. Les choses se passent autour de moi. Jamais pour moi, jamais pour moi. Ce soir-là, Chloé rentre avec un sac de vêtements jeté sur son bras comme si elle portait un trophée, une longue robe noire jusqu'au sol. Elle l'accroche à l'arrière de sa porte et la laisse ouverte pour que tout le monde dans le couloir puisse la voir. À 21 h, Victorine frappe à la porte de ma chambre. Elle fait ce qu'elle fait toujours, s'appuie contre l'encadrement, la tête penchée, la voix empreinte d'une inquiétude synthétique. Ma chérie, le gala est un événement familial. Des gens importants y seront. Je pense que c'est mieux si tu restes à la maison. Tu serais anxieuse tout le temps. Je fais ça pour toi. En fait, dis-je, j'espérais venir. Ses sourcils se lèvent, à peine. Une ondulation dans le masque. Chérie, je ne pense pas que tu aies quelque chose d'approprié à porter, et honnêtement, ces événements ne sont pas vraiment ton truc. Depuis le couloir, la voix de Chloé. Elle restera juste dans un coin comme toujours. Quel est l'intérêt? J'avale. Je hoche la tête. Je dis, d'accord. Victorine sourit, me tapote l'épaule et s'en va. Je ferme la porte. J'envoie 4 mots à Dorothée par SMS. Ils m'ont dit de rester à la maison. La réponse de Dorothée arrive en 12 secondes. Laisse ça entre mes mains. J'ai quelque chose de l'armoire de ta mère. Je fixe ce message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. L'armoire de ma mère. Ma mère a encore un placard quelque part. Et Dorothée l'a gardé. Puis la voix de Victorine, étouffée par le mur, presque une pensée après coup. Oh, et Clarisse, ton père veut te parler demain. Quelque chose à propos de paperasse. Paperasse? Mes mains deviennent froides. Le lendemain après-midi, mon père m'appelle dans son bureau. C'est la première fois qu'il me regarde directement depuis mon anniversaire. Il est derrière son bureau, en chêne, massif, le genre de bureau qui dit « Je prends les décisions dans cette maison ».
Il y a un verre de scotch à son coude, à moitié vide. Assieds-toi, Clarisse. Je m'assieds. Il commence avec une voix que je n'ai pas entendue depuis des années. Douce, paternelle, comme s'il auditionnait pour un rôle dont il a oublié les lignes. Je sais que les choses ont été difficiles. Je veux que tu saches que je fais ce qui est le mieux pour toi. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Les mots tombent comme des pierres. J'ai trouvé une école, l'Académie Phillips, dans le Massachusetts. Excellent programme. Petite classe. Tu commencerais à l'automne. Un pensionnat. Un nouveau départ. Il se penche en avant, les mains jointes. Tu seras plus heureuse là-bas, Clarisse. Loin de tout ça. Loin de tout ça. Il veut dire loin de ce qu'il a fait. Loin de quiconque pourrait poser des questions. Expédier la fille dans le Massachusetts. Céder la succession lors du gala. Et au moment où l'école commencera en septembre, il n'y a plus de Clarisse dans cette maison. Plus de Clarisse sur les papiers. Plus de Clarisse du tout. Je le regarde. Je le regarde vraiment. Les tempes grisonnantes, la chemise repassée, le léger bronzage du club. Il ressemble à une publicité de magazine pour la paternité. Et tout n'est qu'apparence. Chaque centimètre. Il tend la main par-dessus le bureau et pose sa main sur mon épaule. Fais-moi confiance, je suis ton père. Les mots sortent avant que je puisse les arrêter. L'êtes-vous? Sa main se raidit. Ses yeux se plissent. Je me rattrape vite. Je veux dire, êtes-vous sûr que c'est la bonne chose? Il se retire, hoche la tête, sourit. Ce sourire. J'avais l'habitude de penser qu'il était chaleureux. Maintenant, je vois ce qu'il est. Le sourire d'un homme qui a fait les calculs et a décidé que vous ne valiez pas le coup. Tu vas adorer, dit-il. Je promets. Je me lève et en passant devant son bureau, je le vois. Une pile de documents dans un dossier manie à moitié caché sous le Financial Times. Le logo en haut, Fondation de la famille Mérite. En dessous, en gras, accord de transfert d'actifs, et une date, la nuit du gala. Je sors mon téléphone dans le couloir, les mains tremblantes. Je photographie le dossier à travers la porte du bureau et je l'envoie à Dorothée. Samedi, 4 jours avant, je dis à Victorine que je vais à la bibliothèque. Elle ne lève même pas les yeux de son téléphone. Le bureau de Dorothée est différent maintenant. L'odeur de boulangerie a disparu, enfouie sous le papier et le café. Un tableau blanc est accroché au mur avec une chronologie tracée au marqueur rouge. Date, nom, flèche, et un seul mot encerclé à la fin. Gala. Voici où nous en sommes, dit Dorothée. Elle me fait suivre comme un général briefant un soldat. Matin. L'audience de tutelle au tribunal de la famille de Fairfield. Dorothée présentera le testament original, les papiers de renonciation que Gaston a signés, et la preuve photographique de l'accord de transfert d'actifs. Si le juge statue en notre faveur, Dorothée devient ma tutrice légale, effective immédiatement. Cela lui donne le droit de bloquer le transfert de la succession. Soir. Si nous avons la décision, nous assistons au gala avec une ordonnance du tribunal certifiée gelant tous les actifs de la succession de Lise Mérite. Si Gaston signe quand même le transfert, il est nul. Et s'il essaie de nous empêcher d'entrer, 300 témoins, un journaliste du Herald, et une ordonnance du tribunal, il ne le fera pas. Puis elle fait quelque chose qui brouille la pièce. Elle ouvre une armoire au fond de son bureau et en sort un sac de vêtements. À l'intérieur se trouve une robe, blanc crème, vintage avec de la dentelle délicate à l'encolure. Simple, élégante, pas accent grave l'œil. Le genre de robe qui n'a pas besoin d'essayer. Ta mère portait ça à sa première exposition de galerie, dit Dorothée. Elle est entrée et toutes les têtes se sont tournées, pas parce que la robe était chère, mais parce qu'elle savait qui elle était. Je la mets dans la salle de bain. Elle me va. Elle me va comme si elle m'attendait. Je me tiens devant le miroir et pour la première fois en 12 ans, je ne vois pas la marginale. Je ne vois pas la fille de la chambre du 3e étage. Je vois la fille de ma mère. Dorothée me regarde depuis l'embrasure de la porte. Elle tient l'enveloppe scellée. La lettre de maman. Lis-la quand tu te sentiras forte, dit-elle. Pas avant. Je hoche la tête.
Je ne suis pas prête, mais je le serai. 2 nuits avant le gala. Je suis dans la cuisine à minuit, buvant de l'eau, repassant le plan dans ma tête pour la 100e fois quand la lumière s'allume. Bruno, il est en jogging et t-shirt froissé, cheveux en désordre, comme s'il n'avait pas pu dormir non plus. Il reste un instant dans l'embrasure de la porte, puis se dirige vers le frigo, prend une bouteille d'eau et s'assoit en face de moi. Nous ne parlons pas. Nous ne parlons jamais. En 12 ans, je peux compter nos vraies conversations sur les doigts d'une main. Puis il dit doucement, je sais que tu prépares quelque chose. Chaque muscle de mon corps se bloque. J'ai entendu ta conversation téléphonique la semaine dernière dans la salle de bain. Il arrache l'étiquette de sa bouteille d'eau, sans me regarder. Je n'ai rien dit à maman. Pourquoi pas? Il est silencieux un long moment, puis, parce que ce qu'ils t'ont fait pour ton anniversaire. Ce mot que Chloé a écrit. Je l'ai vu l'écrire. J'étais juste là et je ne l'ai pas arrêté. Il me regarde enfin. J'aurais dû. Je ne sais pas quoi faire de ça. 12 ans de rien. Et maintenant à minuit 15 dans une cuisine qui m'appartient techniquement. Il veut avoir une conscience. Je ne sais pas ce que tu fais, Clarisse, mais quoi que ce soit, sois prudente. Ma mère se bat salement. Je soutiens son regard. Je sais qu'elle le fait. Il se lève, commence à partir, puis s'arrête, une main sur l'encadrement de la porte. Il y a autre chose. Maman a une boîte à serrure dans son placard sous le porte-chaussures. Elle a dit à papa que c'était des bijoux, mais je l'ai vu l'ouvrir. Ce ne sont pas des bijoux. Ce sont des papiers. Mon pouce accélère. Quel genre de papier? Je ne sais pas, mais elle la vérifie chaque fois que quelque chose de légal se passe dans cette maison. Il se retourne pour partir à nouveau. Une autre pause. Une autre chose. Ne fais pas confiance à l'avocat de la charité, Richard Ashford. C'est le cousin de maman. Puis il disparaît. La lumière de la cuisine bourdonne. Je reste assise là, le cœur battant, fixant le plafond. Une boîte à serrure dans le placard de Victorine. Des papiers qu'elle ne veut pas que personne ne voie. Le matin du gala. 5h30. La maison est d'un silence de mort. J'ai peut-être 90 minutes avant que quelqu'un ne se réveille. Mon cœur bat si fort que je le sens dans mes dents. La porte de la chambre de Victorine et Gaston est fermée. J'entends la machine CPAP de Gaston à travers le mur. Un sifflement bas et rythmique. Victorine dort avec des bouchons d'oreilles et un masque de soie. Je le sais parce qu'elle rappelle constamment à tout le monde à quel point elle est sensible à la lumière et au bruit. J'ouvre doucement la porte du placard. C'est un dressing de la taille de ma chambre. Des portants de manteaux de créateurs. Des étagères de chaussures organisées par couleur. La serrure est exactement là où Bruno l'a dit. Étagère du bas derrière une rangée de bottes d'équitation. C'est une serrure à combinaison noir mat. 4 chiffres. J'essaie l'anniversaire de Victorine. Rien. L'anniversaire de Gaston. Rien. Puis j'essaie l'anniversaire de Chloé. 19 octobre. 1019. Clic. À l'intérieur, il y a 4 objets. 1. Une photocopie du testament de ma mère. Le même document que Dorothée m'a montré, mais celui-ci a des notes manuscrites dans la marge. Encre rouge, écriture de Victorine. Je la reconnais de chaque liste de courses passives-agressives qu'elle m'a jamais laissée. Et dans le coin supérieur, 3 mots encerclés 2 fois. Gardez ceci loin de ces 2, une chaîne de mer imprimée entre Gaston et son avocat personnel. Instruction sur la restructuration de la succession pour éviter de déclencher les dispositions fiduciaires. Daté d'il y a 18 mois. 3. La photographie qui fait trembler mes mains. Maman me tenant. J'ai peut-être 2 ans. Elle rit. Au dos, l'écriture de ma mère. Mon petit étoile. Tout ce que j'ai est à toi. Victorine a gardé ça dans une boîte fermée à clé sous ses bottes. Et 4, je manque de le rater. Glissé dans le coin, un acte de mariage délivré dans le Nevada il y a 9 ans. Victorine Ashford et un homme nommé Paul René, pas Gaston Mérite. Je fixe ça. Victorine a épousé quelqu'un d'autre. Et cet acte est daté de 2 ans avant qu'elle n'épouse mon père.
Était-elle toujours mariée à Paul René quand elle a marché jusqu'à l'hôtel avec papa? Je photographie tout. Je ferme la boîte. Je tourne le cadran. Je repousse les bottes. Je ferme le placard. Dans le couloir, j'appelle Dorothée. Ma voix est à peine un murmure. J'ai la preuve que Victorine savait. Elle l'a aidé tout ce temps. Bien. Cela change l'audience. Il y a autre chose. Victorine était peut-être mariée à quelqu'un d'autre quand elle a épousé mon père. Silence au bout du fil, puis très prudemment, envoyez-moi la photo. Je la vérifierai avant le tribunal. Je raccroche. Mes mains ne cessent pas de trembler. À l'étage, j'entends une chasse d'eau. Quelqu'un est réveillé. Je suis déjà dans ma chambre. Porte fermée, respirant comme si je venais de courir 1 kilomètre. Tribunal de Fairfield, 10h07. Les lumières fluorescentes bourdonnent comme si elles étaient nerveuses aussi. Je suis assise sur une chaise en bois à côté de Dorothée, vêtue d'un jean et d'un chemisier propre. Rien qui attire l'attention. Dorothée m'a dit de m'habiller comme une étudiante, pas comme une plaignante. Laisse les documents parler, dit-elle. La salle d'audience est petite. Un juge, un greffier, un sténographe dont les doigts planent au-dessus de ses touches comme un pianiste sur le point de jouer. Le juge Patricia Holloway entre. Elle a la soixantaine. Lunettes argentées, posture stricte, le genre de visage qui a entendu tous les mensonges de l'État du Connecticut et n'est pas impressionné. Dorothée présente notre affaire. Elle est calme, précise, sans hâte. Le testament, le sceau du notaire, les papiers de renonciation que Gaston a signés le 12 avril, la photocopie de la boîte à clés de Victorine avec la note en encre rouge. Gardez ceci loin de ces. La photographie de l'accord de transfert d'actifs daté de ce soir. Le juge lit chaque page. Elle ne se presse pas. Puis la porte s'ouvre. Richard Ashford, le cousin de Victorine, l'avocat de la fondation, entre. Il a dû être prévenu. Il soutient que le testament est obsolète et que la succession a été légalement restructurée. Dorothée ne scie pas. Elle présente la chaîne de garde du testament original, notarié, stocké dans une banque fiduciaire enregistrée. Jamais contesté, jamais révoqué, jamais remplacé. Le juge Holloway retire ses lunettes. Elle regarde Richard Ashford pendant un long moment, puis moi. Je connaissais votre mère, jeune femme. Elle a travaillé pour moi il y a 30 ans. Une pause. Elle était méticuleuse et ce testament est inattaquable. Elle remet ses lunettes. La tutelle est accordée à Dorothée Kessler, effective immédiatement. Je délivre également une injonction temporaire gelant toutes les transactions liées à la succession de Liz Merritt jusqu'à ce qu'une révision complète soit achevée. Le stylo de Richard Ashford tombe. Il ne le ramasse pas. Dorothée me serre la main sous la table. Je lui rends sa poignée de main. Dehors, le soleil d'avril est aveuglant. Dorothée se tourne vers moi, s'appuie contre la voiture et dit, c'est l'étape 1. L'étape 2 se passe ce soir. Elle ouvre le coffre. À l'intérieur, un sac de vêtements, une paire de chaussures plates et une enveloppe brune estampillée du sceau du tribunal. Êtes-vous prête? Je regarde l'enveloppe, puis le ciel. Oui, je suis prête. Appartement de Dorothée. 17h30. Le gala commence à 19h. Je me tiens dans sa petite salle de bain, regardant une étrangère. La robe blanc crème de maman, me va comme une seconde peau. La dentelle à l'encolure repose juste en dessous de ma clavicule. L'ourlet tombe juste au-dessus de mes chevilles. Je porte des chaussures plates, pas des talons, parce que Dorothée a dit, tu veux être stable, pas grande. Elle m'aide à épingler mes cheveux, les tordant en un chignon lâche comme elle dit que maman les portait. Quelques mèches tombent autour de mon visage. Les mains de Dorothée s'arrêtent. Elle portait ses cheveux exactement comme ça lors de l'exposition de la galerie, dit Dorothée. Sa voix se brise. On pourrait croire que vous êtes jumelles. Je regarde mon reflet, le bracelet en argent à mon poignet gauche, la dentelle, la façon dont la lumière frappe ma mâchoire. Pour la première fois, je n'ai pas l'air perdu. J'ai l'air d'appartenir à quelque part, juste pas là où j'étais. Dorothée me tend l'ordonnance du tribunal dans une enveloppe maninette. Si Gaston signe le transfert, nous le servons. S'il ne le fait pas,
nous le servons quand même. Quoi qu'il arrive, c'est fini ce soir. Et s'il fait une scène? Il le fera, mais 300 personnes avec des téléphones regarderont. C'est exactement ce que nous voulons. Je hoche la tête. Je prends l'enveloppe scellée. La lettre de maman. Je la porte depuis 2 semaines. Je l'ai tenue, retournée, pressée contre ma poitrine dans le noir. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ouvre maintenant. Le papier est doux. 16 ans. Son écriture est petite et soignée, légèrement penchée vers la gauche. Si tu lis ceci, je ne suis plus là. Mais sache ceci. Tout ce que j'ai construit, je l'ai construit pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour ton père. Pour toi. Si quelqu'un te fait sentir que tu n'appartiens pas, souviens-toi, tu es la raison pour laquelle je suis resté éveillé chaque nuit à planifier. Tu es assez, ma petite étoile. Je plie la lettre. Je la presse sur mes lèvres. Pendant le trajet jusqu'au club de campagne, aucune de nous ne parle. Le soleil se couche, peignant le ciel orange et rose au-dessus du Long Island Sound. La voiture s'arrête. J'entends la musique depuis le parking. Jazz, quelque chose de doux et cher. Le parking est plein de BMW et de Tesla. Je tiens la lettre dans une main et l'ordonnance du tribunal dans l'autre. Maman, je chuchote. J'espère que tu peux voir ça. Le Fairfield Country Club ressemble à un lieu de mariage sous stéroïdes. Lustre en cristal suspendu à des plafonds voûtés. Nappes blanches sur des tables rondes dressées pour 10 personnes. Des bougies partout. Le genre vacillant, pas le genre électrique, parce que Victorine ne fait pas de kitsch. Un quatuor de jazz dans un coin jouant quelque chose de Coltrane. Le personnel de service en gilet noir glissant entre les invités portant des plateaux de coupes de champagne et de cocktails de crevettes. 300 personnes, peut-être plus. Chaque siège pris. Et au fond de la pièce, près de la petite scène, mon père, costume noir, cravate argentée, debout avec sa main sur le dos de Victorine, riant avec un homme que je reconnais du conseil d'administration du club. Victorine est à côté de lui, robe rouge, longue et ajustée, le genre qui coûte ce que certaines personnes gagnent en un mois. Et à sa gauche, la bague de ma mère, attrapant la lumière chaque fois qu'elle gesticule. Chloé est à la table VIP près du devant, tapant sur son téléphone, l'air ennuyé et cher. Dorothée et moi traversons l'entrée principale. Je ne me faufile pas. Je n'utilise pas de porte dérobée. Je traverse le devant dans la robe blanc crème de ma mère avec le bracelet en argent à mon poignet et l'ordonnance du tribunal dans ma main. Quelques têtes se tournent, puis d'autres. Puis une vague de murmures traverse la pièce comme le vent dans les herbes hautes. Je le vois arriver au ralenti. Margaret McGidden, la directrice générale du club, m'aperçoit de l'autre côté de la pièce. Elle est là depuis 20 ans. Elle travaillait pour ma mère. Elle voit le bracelet. Sa main se porte à sa bouche. Elle se penche vers un collègue, et je peux lire sur ses lèvres, c'est la fille de Lise. Victorine remarque ensuite. Elle est en plein rire quand ses yeux croisent les miens. La coupe de champagne se fige à mi-chemin de sa bouche. La couleur disparaît de son visage comme l'eau d'une baignoire. Elle attrape le bras de Gaston, pointe du doigt. Mon père se tourne. Nos yeux se rencontrent à travers la pièce. À travers 12 ans, à travers chaque mensonge qu'il ait jamais dit, et chaque anniversaire qu'il ait jamais oublié. Il fixe, puis il sourit. Ce sourire de club de campagne, celui fait pour les caméras et les étrangers. Il marche lentement vers moi, contrôlé. Il se penche. Sa voix est basse, aiguë, juste pour moi. Que faites-vous ici? Je le regarde droit dans les yeux. J'étais invité. Sa mâchoire se crispe. Vous devez partir maintenant. Je ne cligne pas des yeux. Je ne pense pas que je le ferai. La main de Gaston se referme autour de mon coude. Pas assez fort pour me meurtrir, mais assez fort pour me diriger. Il me déplace vers le coin de la pièce, derrière un ficus de la taille d'un petit arbre, où l'acoustique est mauvaise et l'éclairage pire. Sa voix est un sifflement contrôlé. Je ne sais pas comment vous êtes entré ici, mais vous partez maintenant. C'est intéressant, dis-je. Parce que selon l'ordonnance du tribunal publiée ce matin, j'ai plus le droit d'être ici que vous. Quelque chose change derrière ses yeux.
Une fracture dans la confiance. Victorine apparaît, se matérialisant comme elle le fait toujours, parfaitement chronométrée, parfaitement composée. Elle pose sa main sur mon bras et active la voix. La voix chaude, celle de l'association des parents d'élèves. Clarisse, chérie, tu es ravissante, mais ce n'est pas vraiment ton genre de Victorine. Je garde ma voix égale, calme. Vous portez la bague de ma mère. Ses doigts se recroquevillent. Elle tire sa main derrière son dos comme si je l'avais brûlée. 3 invités proches s'arrêtent de parler. Les murmures recommencent, plus forts cette fois, se propageant vers l'extérieur. Gaston voit que ça arrive. Il perd la salle. Je vois le calcul sur son visage. L'analyse coût-bénéfice qui tourne en temps réel. Faire une scène ou contenir ça. Il choisit mal. Sécurité, dit-il plus fort qu'il ne l'a prévu. Veuillez escorter cette jeune dame dehors. 2 hommes en costume sombre s'approchent de moi. Dorothée s'avance. Elle se tient à 1 mètre derrière moi depuis le début, toujours patiente, attendant. Elle brandit une carte de visite. Je suis Dorothée Kessler, avocate. Cette jeune dame est ma pupille légale depuis 10h47 ce matin. La retirer de ce lieu constituerait une ingérence illégale avec une tutrice nommée par le tribunal. Je vous suggère fortement de reculer. Les gardes s'arrêtent. Ils se regardent, puis regardent Maggie Dunn, qui observe depuis le côté. Maggie donne un petit hochement de tête. Il recule. Le visage de Gaston est un masque qui se bat contre lui-même. Victorine se penche, son murmure fin comme une lame. Faites-la sortir d'ici avant le discours. Trop tard. Le MC est déjà au podium. Le projecteur se balance. Une voix remplit la salle. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre hôte de la soirée, Gaston Mérite. La salle applaudit. Gaston redresse sa cravate. Il n'a pas le choix. Il marche vers la scène. Je prends place au premier rang. Gaston monte sur scène comme un homme montant sur une mine terrestre et faisant semblant que c'est une piste de danse. Le projecteur le frappe. Il sourit, ce large sourire pratiqué lors des dîners de gala, et attend que les applaudissements se calment. Merci à tous d'être venus ce soir. Cette salle est pleine de gens qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, et je suis honoré de me tenir avec vous. Applaudissements polis. Victorine rayonne de la première table, mains croisées, reine de la soirée. Puis il prononce son nom. Mon regretté épouse, Lise, croyait au don de soi. C'était une artiste, une rêveuse, et la personne la plus généreuse que j'ai jamais connue. Ma gorge se serre. Il ne m'a pas dit son nom depuis des années. Mais ici, devant les caméras, il l'enveloppe d'or. Ce soir, pour honorer la mémoire de Lise, Victorine et moi sommes fiers d'annoncer la fondation de la famille Mérite, dédiée à l'éducation artistique pour les jeunes défavorisés dans tout le comté de Fairfield. Plus d'applaudissements. Plus fort maintenant. Les gens hochent la tête. C'est la partie où les riches se sentent bien d'être riches. Gaston prend un document au podium, l'accord de transfert d'actifs. Je le reconnais à la photo que j'ai prise dans son bureau. Il brandit un stylo. Pour financer cette mission, je fais personnellement don de toute la succession de Lise Mérite, ses propriétés, sa collection d'art, son héritage à la fondation. Effectif ce soir. La salle explose. Standing ovation. Victorine essuie une larme qui, j'en suis sûr, n'est pas réelle. Gaston signe, stylo sur papier, juste là sous le projecteur. 300 personnes applaudissent comme s'ils venaient d'être témoins d'un acte de grâce. Je n'applaudis pas. Je regarde. Et à côté de moi, Dorothée ne se crispe pas, ne panique pas, ne tend pas la main vers l'enveloppe. Elle sourit, petit, certain. Elle se penche et murmure 4 mots à mon oreille. Maintenant, c'est notre tour. Les applaudissements roulent encore quand Dorothée se lève. Elle ne se précipite pas. Elle boutonne son blazer, prend l'enveloppe manie et marche vers la scène comme si elle l'avait fait 1000 fois. Le MC essaie de l'intercepter. Elle lui montre quelque chose. Je ne vois pas quoi. Et il s'écarte. Dorothée prend le microphone. Excusez-moi. La salle devient silencieuse. Pas tout d'un coup. C'est une lente fuite, comme l'air sortant d'un ballon.
Les têtes tournent. Les téléphones sortent. Je m'appelle Dorothée Kessler. Je suis avocate spécialisée en succession inscrite au barreau de l'État du Connecticut. J'ai une ordonnance du juge Patricia Holloway délivrée ce matin gelant tous les actifs de la succession de Liz Merritt. Silence, celui que vous pouvez sentir sur votre peau. Le document que M. Merritt vient de signer est légalement invalide. Il n'a aucune autorité pour transférer ses actifs parce qu'ils n'ont jamais été les siens. Gaston s'avance. C'est ridicule. Qui a laissé entrer cette femme? Dorothée n'élève pas la voix. Elle n'en a pas besoin. Ses actifs appartiennent à l'héritière de l'âme de Liz Merritt désignée dans son testament original notarié. Un testament que M. Merritt a caché pendant 12 ans. Elle se tourne vers moi. 300 paires d'yeux suivent. Je me lève. Mes genoux sont de l'eau. Mon courage est de l'acier. Je marche vers la scène. Je prends le microphone et je regarde mon père. Mon nom est Clarisse Merritt. Liz Merritt était ma mère. Elle a laissé un testament qui me nomme comme son unique héritière. Mon père l'a caché pendant 12 ans. Chaque propriété qu'il vient d'essayer de donner, la maison, le chalet, la collection d'art, m'appartient. La salle ne murmure pas. Elle explose. Les chaises raclent. Des halètements cascadés d'une table à l'autre. Un flash d'appareil photo se déclenche, puis un autre. Gaston attrape le pied du microphone. C'est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je ne le laisse pas finir. Vous avez renoncé à vos droits parentaux le jour de mon 16e anniversaire. Vous avez déposé les papiers le matin même où je me suis réveillé seul avec un mot sur le frigo m'appelant marginal. Vous avez envoyé votre propre fille loin pour pouvoir prendre son héritage. Je brandis l'enveloppe manille. J'ai l'ordonnance du tribunal. Le tribunal a vos papiers de renonciation. Et maintenant, chaque personne dans cette salle sait exactement ce que vous avez fait. Silence mortel. 300 personnes. Aucune fourchette ne bouge. Victorine se lève en trombe. C'est une arnaque. Cette fille a toujours été. Je me tourne vers elle, calme, comme si je lisais un bulletin météorologique. Madame Merritt, ou devrais-je dire Mademoiselle Ashford, puisque votre mariage avec mon père n'est peut-être même pas légal. La bouche de Victorine s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. La salle ne murmure plus. Elle rugit. Le masque de Gaston ne craque pas. Il se brise. Il s'avance vers moi, doigt levé, et le mot qui commence à quitter sa bouche, espèce d'ingrate, meurt à mi-chemin lorsqu'il voit les téléphones, des douzaines d'entre eux, levés à travers la salle de bal comme des briquets lors d'un concert, sauf que personne n'acclame pour lui. Il pivote, et c'est l'autre voix, la douce, celle du père concerné, celle qu'il utilise lorsque le public regarde. Les gens, c'est un malentendu. Ma fille a eu des problèmes. Elle a des difficultés émotionnelles et elle a été influencée par quelqu'un. Dorothée s'avance. Elle brandit 2 documents comme une enseignante présentant des preuves lors d'une foire scientifique. Monsieur Merritt, voici l'ordonnance du tribunal. Et voici, elle lève la 2e page, une photocopie du testament de votre défunte épouse trouvée dans la boîte à clés personnelle de votre femme actuelle avec sa note manuscrite à l'encre rouge. Elle la lit à voix haute. Gardez ceci loin de ces. La voix de Victorine est stridente, cassée. Je n'ai jamais vu ça avant. Dorothée est impassible. C'était vérifié ce matin. Votre écriture, vos empreintes digitales. Gaston se tourne vers Victorine, et la chose qui sort de sa bouche, la phrase qui le suivra pour le reste de sa vie. Il dit devant 300 témoins silencieux, tu m'as dit que tu l'avais détruite. La salle inspire. Il vient de le confirmer. Tout en une seule phrase. Victorine ressemble à quelqu'un qui vient d'être giflé. Gaston réalise ce qu'il a fait. Sa main tombe. Sa mâchoire bouge, mais rien ne sort. De la table VIP, Chloé se lève, le mascara maculant déjà ses joues. C'est de sa faute. Elle gâche toujours tout. Elle en fait trop. La voix vient du côté de la salle. Maggie Dunn, la directrice générale du club. Elle s'est approchée du microphone le plus proche, celui près du quatuor à cordes. J'ai travaillé pour Liz Merritt pendant 5 ans. J'ai reconnu ce bracelet au poignet de Clarisse. Liz ne l'enlevait jamais.
Élise m'a dit plus d'une fois que tout ce qu'elle avait été pour sa fille. Une pause. Puis quelqu'un applaudit. Une personne, puis 5, puis 50, puis toute la salle. Pas pour Gaston. Pas pour la fondation. Pour moi. Les applaudissements s'estompent. La salle attend. Je regarde mon père. Il est toujours sur la scène, mais il est seul maintenant. Victorine a reculé, s'est physiquement distancée comme s'il était contagieux. Chloé sanglote à la table VIP, sa robe noire tordue sur ses genoux. Le conseiller municipal et les membres du conseil se sont discrètement déplacés vers l'arrière de la salle. Personne ne se tient près de Gaston Mérite. Je pourrais le détruire maintenant. Je pourrais lire l'email. La fille n'a besoin de savoir rien à voix haute et laisser le journaliste du Hérald l'imprimer demain. Je pourrais brandir l'acte de mariage de Victorine et regarder les halètements se multiplier. Je ne le fais pas parce que ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je prends une respiration. Je parle dans le microphone. Ma voix n'est pas forte. Elle n'a pas besoin de l'être. Je ne suis pas venu ce soir pour humilier qui que ce soit. Je suis venu parce que vous alliez donner tout ce que ma mère avait laissé pour moi, et je ne pouvais pas laisser cela se produire. La salle est silencieuse. J'ai passé 12 ans dans cette maison. La plus petite chambre, le dernier siège à table, le seul visage manquant sur le portrait de famille. J'ai passé 12 ans à être appelé marginal par des gens que vous avez choisis à ma place. 12 ans à essayer de gagner un amour qui n'arriverait jamais. Je le regarde droit dans les yeux, l'homme qui me portait sur ses épaules. J'ai fini d'essayer. Il tressaille. C'est petit, mais je le vois. 300 autres personnes le voient aussi. Je ne demande pas vos excuses. Je n'en ai pas besoin. La succession m'appartient. Le tribunal l'a confirmé et je pars ce soir avec ma tutrice Dorothée Kessler qui, contrairement à vous, a tenu sa promesse envers ma mère. Je touche le bracelet à mon poignet. La petite breloque en forme d'étoile est chaude de ma peau. Maman, dis-je doucement pour que seule la première rangée puisse entendre. Je l'ai gardée en sécurité, exactement comme tu l'as demandé. Je me détourne de la scène et marche dans l'allée centrale. Dorothée tombe à côté de moi. Nos talons claquent et s'enfoncent sur le plancher de bois franc derrière nous. Silence d'abord, puis applaudissements. Pas des applaudissements polis, les vrais. Le genre qui a du poids. Je ne regarde pas en arrière. Nous arrivons au hall avant que mes jambes ne cèdent. Dorothée attrape mon bras. Assieds-toi, dit-elle, me guidant vers un banc près du vestiaire. Respire. Tu as réussi. Mes mains tremblent. Tout mon corps tremble. Mais quelque chose dans ma poitrine, quelque chose qui était serré depuis que j'avais 4 ans, se relâche enfin. À travers les portes vitrées du bal, je peux voir les conséquences se dérouler en temps réel. Gaston se tient seul au podium, fixant le document signé qui ne vaut plus rien. 2 membres du conseil parlent à voix basse et urgente près du bar. Le journaliste du Hérald écrit si vite que sa main est un flou. Victorine est nulle part dans la salle de bal. Puis je l'aperçois à travers une fenêtre latérale sur le parking, marchant, le téléphone pressé contre son oreille. Elle appelle quelqu'un. L'appel ne passe pas. Elle essaie encore. Encore. Richard Ashford, le cousin de Victorine, l'avocat de la fondation, marche très vite vers la sortie, mallette à la main, sans regarder personne. Chloé n'a pas bougé. Elle est assise seule à la table VIP. Des traces de mascara sur ses 2 joues, fixant son téléphone comme s'il contenait une réponse. Il n'en contient aucune. Et puis il y a Bruno. Il se tient près de la sortie, à l'écart de tous. Il croise mon regard à travers la vitre et il fait quelque chose que je n'attendais pas. Il hoche la tête. Un petit hochement lent. Je n'hoche pas la tête en retour, mais je ne détourne pas non plus le regard. Maggie Dunn apparaît à mes côtés. Elle tient une petite enveloppe, vieille, légèrement jaunie sur les bords. Ta mère m'a laissé ceci il y a 15 ans, dit-elle. Elle a dit, donne-le à Clarisse quand elle sera assez grande pour se battre pour elle-même. Je l'ouvre. À l'intérieur se trouve une photographie. La même image que j'ai trouvée dans la boîte à clés de Victorine, mais c'est l'original. Non froissé, déplié. Maman me tenant, riant, le bracelet à son poignet.
Au dos, son écriture. Mon petit étoile, tu es assez. Je ferme les yeux. Dorothée passe son bras autour de moi. Rentrons à la maison, Clarisse. À ce moment-là, en sortant de cette salle de bal sous les yeux de 300 personnes, je ne mentirai pas, mes genoux tremblaient, mes mains tremblaient. Je pense que même ma voix tremblait, mais quelque chose en moi était stable. Pour la première fois en 16 ans, quelque chose en moi était stable. Comme si ma mère marchait avec moi, comme si elle m'attendait pour que j'arrête de rester dans un coin et que je traverse enfin la pièce. Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-ci? Un moment où vous avez finalement dit « assez », pas en criant, pas en claquant des portes, juste en le disant calmement et en le pensant vraiment. J'aimerais l'entendre. Laissez-le dans les commentaires. Et si vous êtes toujours en train de regarder, merci. C'est vraiment plus que ce que vous pensez. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un ou quelque chose que vous avez traversé, partagez-la. Parfois, savoir que vous n'êtes pas seul est la première étape. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, parce que croyez-moi, il y a plus. Je laisserai le lien dans la description. Aimez, abonnez-vous et activez cette cloche si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous verrai dans la prochaine. Restez forte. Vous êtes assez. Une semaine plus tard, je suis assise à la table de la cuisine de Dorothée à New Haven, mangeant des œufs brouillés qu'elle a fait maison quand le téléphone sonne. Elle décroche, écoute pendant 40 secondes et raccroche. C'était le greffier du tribunal. Le juge a examiné le dossier complet. Le testament de Lise est maintenu. Toutes les propriétés sont retournées au fonds fiduciaire sous ma gestion jusqu'à mes 18 ans. Je pose ma fourchette. Toutes? Toutes? La maison, le chalet, le terrain dans le Maine. Qu'est-ce qui reste du fonds d'éducation? Tout. Gaston a 60 jours pour quitter la maison de Westport, la maison que ma mère a achetée. La maison où il a élevé les enfants d'une autre femme tout en cachant mon existence à la seule personne qui était censée me protéger. La fondation de la famille Mérite fait l'objet d'une enquête. Le procureur général de l'État a ouvert une enquête préliminaire pour savoir si le don caritatif constituait un transfert frauduleux d'actifs. Victorine a été convoquée pour un interrogatoire. Le Fairfield Herald a publié l'histoire 3 jours après le gala. Première page de la section locale. Hôte de gala confronté par sa fille à propos d'un testament caché. Photo de Gaston en plein discours, bouche ouverte, capturée dans cette fraction de seconde où son visage n'a pas encore décidé quel mensonge raconter ensuite. Victorine a demandé le divorce, mais la demande a été suspendue parce que Dorothée a discrètement soumis l'acte de mariage du Nevada au tribunal. Si Victorine était toujours légalement mariée à Paul René lorsqu'elle a épousé Gaston, le second mariage pourrait être nul, ce qui signifie que Victorine n'a aucune prétention conjugale sur les biens de Gaston. Aucun. Le compte de frais de scolarité de Chloé à NYU est à l'étude. Si les fonds sont retracés jusqu'au fonds d'éducation de ma mère, ce que Dorothée dit qu'ils seront, Chloé pourrait devoir les rembourser. Je pense à tout ça. Puis je mange mes œufs. Dorothée me regarde de l'autre côté de la table. Comment vous sentez-vous? Je réfléchis honnêtement. Libre, dis-je. Je me sens libre. 2 semaines après le gala, mon téléphone sonne. Identifiant de l'appelant, Bruno Mérite. Je décroche presque. Mon pouce flotte au-dessus de l'écran pendant 3 sonneries complètes. Puis je décroche. Salut. Sa voix est plus douce que je ne m'en souvenais. Dépouillé. Salut. Longue pause. Du genre où l'on entend quelqu'un rassembler son courage. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, dit-il. Je voulais juste dire que tu as fait ce qu'il fallait et je suis désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt, aucune de ces choses. Je m'appuie contre la fenêtre de ma nouvelle chambre, la chambre d'amis de Dorothée, qui donne sur un chêne et plus de soleil que je n'en ai eu depuis des années. Où es-tu? Je demande. Je reste chez un ami à Bridgeport. J'ai déménagé le lendemain du gala. Il laisse échapper un souffle. Première fois de ma vie que je n'utilise pas la carte de crédit de maman pour quoi que ce soit. C'est bizarre, mais c'est bien. Comment vont les autres? Maman est furieuse. Elle appelle des avocats toute la journée. Papa ne parle à personne. Il reste assis dans le bureau, porte fermée. Chloé t'en veut. Une pause.
Mais je pense qu'ils sont en colère contre eux-mêmes. Ils ne savent juste pas comment l'admettre. Je laisse le silence s'installer. Ce n'est pas inconfortable. C'est juste honnête. Je ne te déteste pas, Bruno. Je ne vous déteste pas. Je sais. Mais je ne peux pas faire semblant que ça n'est pas arrivé. J'ai besoin de distance. De la vraie distance. Pas celle où nous sourions tous à Thanksgiving et faisons comme si les 12 dernières années étaient normales. Je comprends. Et je pense qu'il le fait vraiment. Si tu veux jamais parler, aucune pression. Tu sais comment me joindre. Pareil pour toi, dis-je, mais je ne retourne pas dans cette maison. Je ne te le demanderai jamais. Nous raccrochons. Je reste assise près de la fenêtre un moment. Le chêne se balance dans le vent et la lumière de fin d'après-midi rend tout doré. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas heureuse. Je suis quelque chose entre les deux. Quelque chose que je pense être la paix. Un mois après le gala, Dorothée me tend une enveloppe arrivée par son cabinet. De ton père, dit-elle par l'intermédiaire de son avocat. Je l'ouvre à la table de la cuisine. Le papier est épais. Papier à lettres personnelles de Gaston Mérite, couleur crème, gaufré. Même maintenant, il ne peut pas arrêter de jouer la comédie. Je le lis une fois lentement. Clarisse, j'espère que tu comprends que tout ce que j'ai fait était pour protéger la réputation de cette famille. La succession de ta mère était compliquée, et j'ai pris des décisions que je pensais être les meilleures. J'aurais aimé que tu ne rendes pas cela public. Cela n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Gaston. Je le relis. Aucune mention du mot. Aucune mention des 12 années. Aucune mention du mot marginal écrit en surligneur rose et collé sur le frigo comme un rappel d'épicerie. Aucune mention de mon anniversaire. Aucune mention du bracelet qu'il a essayé de donner à Chloé ou du fonds d'éducation qu'il a vidé ou de l'email où il m'appelait la fille. Pas un mot d'excuse. Vous allez répondre, demande Dorothée. Non. Je plie la lettre le long de ses plis proprement comme il l'aurait voulu. Il joue toujours la comédie. Même dans une lettre, il joue la comédie. Dorothée hoche la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. J'ouvre le tiroir où je garde la lettre de maman et je place celle de Gaston à côté. Je ne la déchire pas. Je ne la brûle pas. Je ne la jette pas. Je la pose et je m'éloigne parce que c'est ce que vous faites avec les choses qui n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous les posez. Puis je remarque autre chose à l'intérieur de l'enveloppe, enveloppée dans du papier de soie au fond. La bague de fiançailles de ma mère. Le diamant taille ronde avec les 2 saphirs. Celle que Victorine portait au gala. Pas de mots, pas d'explication, juste la bague. Je la tiens à la fenêtre. Elle attrape la lumière de la même manière qu'elle l'a fait au doigt de Victorine. Sauf que maintenant, pour la première fois, on dirait qu'elle est à la maison. Je la passe. Elle me va. La lettre de maman, la robe de maman, le bracelet de maman, la bague de maman. Pièce par pièce, elle revient à moi. 6 mois plus tard, je suis assise en tailleur sur le sol de l'appartement de Dorothée à New Haven, en train de peindre. Pas quelque chose de bien. J'apprends encore. En ce moment, c'est un bol d'orange qui ressemble plus à un tas de balles molles, mais le pinceau semble juste dans ma main. De la même manière qu'il a dû se sentir dans celle de maman. Dorothée a accroché ma première peinture, une aquarelle du chêne devant ma fenêtre, sur le mur du salon, juste au-dessus du canapé. Elle n'a pas demandé la permission. Elle l'a juste fait. Comme on fait les choses pour les gens qui appartiennent à votre maison. Je vais dans une nouvelle école. C'est plus petit que Westport. Pas d'équipe de cross, pas de conseiller d'orientation avec liste d'attente. Mais j'ai des amis pour la première fois, de vrais amis. 2 filles de mon cours d'art qui ne savent rien du gala mérite. Et ça me plaît comme ça. La maison de Westport est sous le fonds fiduciaire maintenant. Je n'y suis pas retourné. Je ne suis pas prête. Peut-être l'année prochaine. Peut-être jamais. Dorothée dit qu'il n'y a pas de précipitation. Et je la crois. Le chalet dans le Vermont. C'est différent. Dorothée et moi avons conduit là-bas le week-end dernier. Il est petit, niché dans les montagnes vertes avec un porche orienté vers l'est, donc on voit le lever du soleil. Quand je suis entré, j'ai arrêté de respirer.
Les peintures de maman étaient toujours sur les murs. Gaston n'est jamais venu ici. Il n'a jamais touché cet endroit. C'était comme entrer dans une pièce qu'elle venait de quitter. Ses pinceaux étaient toujours dans une boîte à café sur le rebord de la fenêtre. Ses bottes de randonnée étaient près de la porte. Je me suis assise sur le porche pendant 2 heures, enveloppée dans une courte pointe qui sentait le cèdre, regardant les arbres devenir dorés et rouges. À mon poignet, le bracelet en argent, à ma main droite, la bague de maman. Elle aurait adoré te voir ici, dit Dorothée depuis l'embrasure de la porte. Je pense qu'elle peut me voir où qu'elle soit. Je pense qu'elle m'a regardé tout ce temps. J'ai 16 ans et je recommence. Ça devrait faire peur. Ça ne fait pas. Ça ressemble à respirer. Les gens me demandent si je le regrette. Si je souhaite avoir fait les choses différemment, plus silencieusement, plus privément, sans la scène et les projecteurs et les 300 témoins avec leur téléphone sorti. Honnêtement, non. Pas parce que je voulais humilier qui que ce soit, mais parce que le silence était ce qui me gardait piégé pendant 12 ans. Mon père comptait sur mon silence. Victorine comptait dessus. Chloé comptait dessus. Ils ont construit toute une vie sur l'hypothèse que je continuerais d'être petite, de rester silencieuse, de continuer à manger seule dans la cuisine et de dormir dans la plus petite chambre et de faire semblant que ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont était de l'amour. Ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. Et la seule façon de le briser était de dire la vérité à voix haute dans une pièce pleine de gens où personne ne pouvait la réécrire. J'ai appris quelque chose sur cette scène. Vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un pour exister. Vous n'avez pas besoin de gagner le droit d'être vu. Et vous n'avez certainement pas besoin de vous rétrécir pour que les autres se sentent plus grands. J'ai aussi appris quelque chose sur la famille. La famille n'est pas le sang. Ce n'est pas un nom de famille ou un portrait de Noël ou une place à une table de gala. La famille est la femme qui conduit 12 ans pour vous trouver. La famille est la personne qui garde la robe de votre mère dans un placard parce qu'elle croit qu'un jour vous en aurez besoin. La famille est une courte pointe sur un porche dans le Vermont et une peinture accrochée au mur sans demander. Dorothée est ma famille. Et pour la première fois de ma vie, je sais ce que ce mot signifie réellement. Alors, si vous êtes là-bas, si vous lisez ceci dans une maison où vous vous sentez invisible, où les personnes qui devraient vous aimer vous font sentir que vous êtes trop et pas assez en même temps, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas vous. Ce n'était jamais vous. Vous ne devez pas votre silence à des gens qui ne vous donneraient pas le leur. Et vous n'avez pas à attendre que quelqu'un vous trouve. Vous pouvez vous trouver vous-même. Ce matin, je me suis tenu devant le miroir dans ma chambre. Ma chambre avec vue sur le chêne et le bureau taché de peinture et la porte que je peux fermer quand je veux. La robe blanc crème de maman est accrochée à l'arrière de la porte de l'armoire. Je l'ai portée une fois et je la porterai encore, mais pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé un email de l'école. J'ai été accepté dans le programme de peinture avancée pour le semestre de printemps. Mon professeur d'art a écrit une note en bas. Clarisse, votre utilisation de la lumière me rappelle quelqu'un. Continuez. J'ai souri. Pas un sourire de victoire. Pas celui que vous mettez pour les caméras. Le genre calme. Le genre qui commence dans votre poitrine et se déplace lentement vers l'extérieur comme le lever du soleil sur les montagnes vertes. Sur mon bureau, 2 lettres. Une de maman. Papier doux. Mots doux. 16 ans d'amour pliés en une seule page. Une de Gaston. Papier à en-tête rigide. Mots creux. 12 ans de silence déguisé en stratégie. Je les garde toutes les deux. Pas parce que je lui pardonne. Je n'y suis pas encore. Peut-être que je le serai. Peut-être que non. C'est mon choix maintenant. Je les garde parce que ce souvenir d'où vous venez est la façon de savoir jusqu'où vous êtes allé. Dehors, la fenêtre montre l'automne à New Haven. Le chêne est doré. Le ciel est net et bleu et incroyablement large. Et je suis là, respirant, peignant, recommençant. Pas la fille de la chambre du 3e étage. Pas la marginale sur le mot. La fille de ma mère. La famille de Dorothée. Ma propre personne. Clarisse mérite. 16 ans. Assez.